Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules, avant-dernier épisode de la Coupe du Monde de Foot. Et oui, déjà, la Croatie est en finale pour la première fois de son histoire, on ne l'attendait peut-être pas aussi haut, mais c'est amplement mérité. Aujourd'hui on fait de la pâtisserie et c'est le grand retour de mon ami Ivanka au menu du jour. Međimurska gibanica. C'est parti. La cuisine croate n'est pas la plus réputée d'Europe, mais elle est assez diversifiée, même si le pays est plutôt petit par sa taille. Pour schématiser, elle est coupée en deux. D'un côté, dans les terres, une cuisine assez continentale, plutôt typique des Balkans, qui va se rapprocher de la cuisine hongroise, slave, voire turque. Par exemple, le goulash, cette soupe à base de viande et d'aromates, qui est très typique de la cuisine hongroise, est aussi un plat typique de la cuisine croate. Et de l'autre, sur les côtes, une cuisine beaucoup plus influencée par les échanges méditerranéens, qui utilisent beaucoup l'huile d'olive et ce qu'on appelle les herbes de Provence. Par exemple, la gregada, qui est un ragoût fait à partir de plusieurs poissons et qui se rapproche un petit peu de la bouillabaisse marseillaise. La gibanica, c'est un plat typique de l'ensemble des Balkans, c'est une espèce de tourte réalisée à partir de pâte philo qu'on farcit en général en salé avec du fromage frais ou des épinards. La recette qu'on fait aujourd'hui est une gibanica, mais elle vient du nord de la Croatie d'où elle tire son nom et c'est en version sucrée. C'est une tourte de plusieurs étages qui ressemble un peu au layer cake, mais on n'est pas du tout sur le même type de pâte, avec à chaque fois un fourrage différent, des graines de pavot, du fromage frais, de la poudre de noix et des pommes à la cannelle. Et là pour le dernier étage, c'est une inspiration complète du strudel autrichien. C'est la première fois que je fais cette recette et c'est aussi la première fois que je vais la goûter, donc là on est complètement en mode crash test. On va préparer successivement les 4 fourrages avant de passer au montage du gâteau. Premier fourrage, aux graines de pavot. On fait bouillir 100 ml de lait avec une cuillère à soupe de sucre et un demi-sachet de sucre vanillé. Quand le lait est à ébullition, on ajoute 100 g de graines de pavot et on mélange sur le feu jusqu'à ce que le lait soit entièrement absorbé et que la mixture sèche un peu. Le lait va hydrater les graines en les faisant gonfler, donc on doit avoir à la fin une texture pâteuse, sableuse. C'est très marrant parce que visuellement et à l'oreille, on dirait vraiment du sable. Ça fait le même bruit que le sable mouillé. Et on réserve de côté. Dans la même casserole, on fait bouillir à nouveau 100 ml de lait et 2 cuillères à soupe de sucre. Quand le lait bout, on ajoute 150 g de noix moulues et on mélange pour bien combiner les goûts ensemble. Comme pour le premier fourrage, on continue à remuer jusqu'à ce qu'une pâte se forme et on réserve. Dans un bol, on verse 250 g de cottage cheese, vous pouvez aussi prendre de la ricotta par exemple. On ajoute un œuf, 30 g de sucre et un demi-sachet de sucre vanillé, 20 g de beurre à température ambiante et si vous aimez, une poignée de raisins secs. On mélange le tout pour bien combiner tous les goûts et obtenir une pâte pas trop liquide. Si c'est trop liquide, faites-la égoutter quelques instants avant de réserver. Dernier fourrage aux pommes. On pèle 2 grosses pommes, environ 300 g, et on les râpe comme des carottes. On ajoute 2 cuillères à soupe de cannelle et 20 g de sucre. On mélange pour que les pommes soient bien nappées de cannelle et on réserve. Je les vois là, ceux qui sont déjà en train de déboucher le champagne, eh bien arrêtez tout de suite car cette finale est loin d'être gagnée. Ok, la Croatie est un pays de moins de 5 millions d'habitants, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'avec un si petit réservoir de population, ce pays arrive à être parmi les meilleurs d'Europe en football, en basket, en handball. Comme tous les pays des Balkans, l'histoire sportive de la Croatie est indissociable de son histoire politique mouvementée et elle n'a véritablement commencé en tant que telle que dans les années 90. Avant cette date, l'équipe de Croatie était fondue dans l'équipe de Yougoslavie dont on a déjà parlé lors de l'épisode sur la Serbie. Depuis qu'elle est indépendante, la Croatie a participé à toutes les éditions de la Coupe du Monde sauf en 2010 et elle s'apprête à disputer sa première finale battant sa meilleure performance jusqu'alors, une demi au Mondial 98. Et qui a battu les Croates en 98 ? Et déjà à l'époque, le scénario du match avait valu quelques sueurs froides à tout le monde, mais fort heureusement, un doublé du formidable Lilian Thuram a permis à la France de se hisser jusqu'en finale, et vous connaissez la suite de l'histoire. Donc il va falloir continuer à se méfier des Croates jusqu'au bout car ils ont un effectif de grande qualité et ce à toutes les lignes. Dans les cages, le gardien Daniel Subasic a déjà été le héros de 2 séances de tir au but, donc il arrive blindé. Si la défense tient bon, elle est cependant loin d'être la meilleure des 32 équipes en compétition, au contraire du milieu de terrain puisqu'avec la paire Luka Modric et Ivan Rakitic, la Croatie peut s'enorgueillir d'avoir,
Disons 2 des 5 meilleurs milieux de terrain actuels. Et en cas de victoire, Luka Modric se placerait comme un candidat sérieux au Ballon d'Or cette année. Devant, l'attaque croate est dangereuse, physique, avec un mental à toute épreuve, en témoigne le mondial de l'infatigable Ivan Perisic, qui forme avec Mario Mandzukic et la révélation Ante Rebic une ligne d'attaque redoutable. Les Croates ont déjà joué 3 fois 30 minutes de prolongation depuis le début de la compétition et auront un jour de récupération en moins que les Bleus. On se rassure comme on peut. On prend un plat allant au four qu'on badigeonne de beurre fondu au pinceau dans le fond et sur les bords. On découpe la pâte philo aux dimensions du moule et on vient placer 3 feuilles dans le fond en badigeonnant de beurre fondu entre chaque feuille. En faisant ça, on va accentuer le croustillant et on va aussi donner du goût. On verse le premier fourrage, les graines de pavot. Bon, j'ai vu beaucoup trop grand par rapport à la quantité de fourrage que j'ai fait. Le plat est juste 2 fois trop grand, donc on va recommencer dans un plat plus petit. Si vous faites cette recette chez vous, donc doublez les quantités pour le fourrage si vous voulez utiliser un plat de cette taille-là. On égalise pour avoir une couche plane et on recouvre avec la pâte philo 2 feuilles seulement. Et on badigeonne de beurre fondu entre chaque feuille, bien évidemment. Autour du fromage frais à présent, à nouveau 2 feuilles de pâte philo et toujours ce beurre fondu entre chaque feuille. Troisième fourrage, la poudre de noix qu'on égalise bien comme les graines de pavot pour avoir une jolie couche. Et encore une fois, 2 feuilles de pâte philo et du beurre. Et on termine par les pommes à la cannelle. On recouvre la djibanitsa avec 3 feuilles de pâte philo, comme pour la base, et comme d'habitude, on badigeonne de beurre fondu entre chaque couche. Alors c'est pas du tout dans la recette de base, mais comme il me reste des chutes de pâte philo et que j'ai envie de faire quelque chose avec les épluchures de pommes, on va tester. C'est complètement de l'improvisation, je ne sais pas ce que ça va donner. Peut-être que ça va rien apporter, peut-être que ça va être cool, mais on teste. Et c'est parti pour 35 minutes de cuisson au four à 180 degrés. C'est la première fois que je fais cette recette, donc on va goûter. Alors, première chose, c'est bon. Évidemment, c'est très croustillant. C'est dur de se rater avec de la pâte philo, on a tout de suite cette texture en bouche. On sent bien les 4 fourrages, donc pour rappel, en bas les graines de pavot, le fromage, la poudre de noix et au-dessus les pommes à la cannelle. Ce qui prend le dessus, c'est clairement les pommes à la cannelle, ce qui est pas plus mal au final parce que les pommes apportent de l'humidité, parce que clairement ce plat est un peu sec, je suis obligé de boire un verre d'eau avant de vous parler. Et texture très intéressante aussi sur les graines de pavot. Ça apporte aussi encore du croquant, on a vraiment des choses qui croquent un peu partout dans la bouche. On a un petit peu l'impression de manger du gros sable ou des tout petits cailloux. Alors dit comme ça fait pas très engageant, mais c'est vraiment bon. Et ça apporte aussi un contraste intéressant parce que les pommes sont fondantes, le fromage est fondant onctueux, la pâte philo est croustillante, et donc les graines de pavot ajoutent aussi un petit peu de croquant. Franchement, essayez-le. Ah, par contre ça, les chips d'épluchures de pommes, aucun intérêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je vous invite à consulter les autres recettes que j'ai faites dans cette série autour de la Coupe du Monde. Je vous mets le lien de la playlist dans la barre d'infos. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à lâcher un petit commentaire, à la partager et surtout à vous abonner pour donner un maximum de force à cette vidéo et à cette chaîne, ça me fera super plaisir. Aussi, je vous rappelle qu'après cette série de vidéos, je pense, allez, une semaine, 10 jours après, on va faire un ask, donc vous pouvez continuer à me poser toutes les questions que vous voulez sur cette chaîne, le futur de cette chaîne, sur moi, sur la vie, sur tout ce que vous voulez. Je vais essayer d'en passer un maximum, donc faites ça dans les commentaires ou alors sur mes différents réseaux sociaux avec le hashtag Cuisine & Chill. On se retrouve demain pour le dernier épisode de cette série, ce sera autour de la France. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger, et allez les bleus.